L'histoire commence dans un endroit sombre avec une fille aux cheveux roses attachée à une chaise. Elle pense que ce n'était qu'un jeu, mais maintenant, complètement épuisée, elle appelle le nom de Wu Yan. En pleurant, la fille s'excuse, ayant cru qu'elle pourrait se déconnecter de ce jeu réaliste assez tôt. À ce moment, une main se tend vers elle et un cri désespéré appelle Soe. Dans une autre chaise, nous voyons le protagoniste Wu Yan qui est également piégé et gravement blessé. Il se souvient de son ami qui, avant de mourir, lui a demandé de survivre à tout prix. Wu Yan regarde alors autour de lui et se rend compte qu'il y a plusieurs autres personnes dans la même situation. Au fil du temps, il n'a eu d'autre choix que d'accepter son tragique destin. Le jeune homme supplie maintenant dans ses pensées ses amis de ne pas l'abandonner là. Les larmes aux yeux, le protagoniste commence à comprendre la dure vérité sur cet endroit. Il accepte que ce cauchemar soit devenu sa nouvelle et terrible réalité pour toujours. La scène change pour nous montrer un célèbre jeu de réalité virtuelle appelé Reverse Planet. C'était le jeu numéro 1 au monde avec des portails dimensionnels et des guerres d'invasion. Le protagoniste a rejoint ce jeu sur la recommandation d'une amie très proche, mais il s'est retrouvé complètement piégé dans un monde où le jeu est devenu réalité. De retour dans le présent, un scientifique félicite le sujet de test numéro 62. Il dit que le prisonnier est sur le point de devenir un être transcendant dans leur projet. Ce projet de transcendance était une expérience qui a sacrifié des milliers de personnes pour un être parfait. Pour y parvenir, ils ont kidnappé des personnes et utilisé des méthodes inhumaines comme des modifications corporelles. En gros, c'était de terribles expériences biologiques pour atteindre leurs objectifs. Le scientifique leur ordonne ensuite de se débarrasser de ceux qui ne pouvaient pas le supporter et d'emmener le sujet 60. Regardant ses amis se faire emmener, Wu Yan jure qu'il ne leur pardonnera jamais. Serrant les dents, il pense que si c'est devenu sa réalité, il va faire quelque chose à ce sujet. Avec un regard plein de haine, il jure de survivre et de se venger à tout prix. Soudain, une alarme retentit dans toute l'installation annonçant que les sujets s'échappent. Nous voyons alors Wu Yeon et ses amis courir désespérément dans un long couloir. Le protagoniste dit avec enthousiasme que s'ils traversent ce couloir, ils seront enfin libres. Mais alors qu'ils s'approchent de la sortie, ils sont arrêtés par un garde musclé aux cheveux roux. Le garde se moque alors d'eux en disant qu'ils ont fait du chemin mais qu'ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Il continue de les narguer en disant que ce couloir serait en fait la tombe pour tous. Wu Yan et ses compagnons se préparent à affronter l'ennemi qu'ils appellent le professeur. Un de ses compagnons demande à Wu Yan de fournir un soutien pendant qu'il s'occupe de l'ennemi. Le garde les traite de fous et dit qu'il va tous les éliminer d'un coup sans pitié. En un instant, la bataille se termine avec le garde tombant vaincu au sol avec force. L'ennemi a mal tandis que ses lunettes spéciales se brisent sous l'impact. Malgré la victoire, tous les compagnons de Wu Yan ont également été vaincus et sont allongés sur le sol avec des larmes aux yeux. Le protagoniste se rend compte que cette terrible situation s'est reproduite. Son esprit se remplit de désespoir alors qu'il revit ces moments traumatisants une fois de plus. Soudain, plusieurs créatures sombres et étranges apparaissent autour de ses amis tombés. Ces monstres au sourire macabre semblent prêts à attaquer et à achever tout le monde sur place. Après s'être échappé, beaucoup de temps s'est écoulé et pour venger ceux qu'il aimait, il s'est battu sans cesse. Son voyage de vengeance l'a amené à affronter d'innombrables ennemis en cours de route. Il raconte que pour venger ses amis, il a éliminé tous ceux qui croisaient son chemin. Nous voyons alors le protagoniste maintenant plus fort abattre plusieurs gardes avec facilité. Wu Yan ne montre aucune pitié et termine ses adversaires de manière brutale et rapide. Mais malgré toute sa force et ses victoires, il semblait épuisé par tout cela. Sa vengeance ressemblait à un cycle sans fin parce que les créatures obscures revenaient toujours. Désespéré, il se demande combien de temps il devrait encore vivre de cette horrible manière jusqu'à ce qu'un jour, un écran holographique apparaisse devant lui avec de nouvelles informations. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de surprise devant ce qu'il lisait. L'écran affichait une mission visant à éliminer le directeur du projet en échange d'un retour à la maison. La scène se déplace vers un bureau détruit avec plusieurs corps sur le sol et un homme qui supplie. Le directeur du projet est à genoux et demande pourquoi ils lui font ça. L'homme crie désespérément ne comprenant pas pourquoi ils attaquaient alors qu'ils avaient tout. À ce moment, un des compagnons de Wu Yan l'attrape par le col avec beaucoup de rage. Kim Young-jun, sujet 81, se moque de la question du directeur. Le directeur lui dit alors de se taire en disant qu'il ne lui parlait pas. À ce moment, Kim Young-jun se retourne et appelle Monsieur Baek-Woo-Yan qui était juste derrière lui. Le protagoniste est révélé comme le sujet 62, le surhumain Baek-Woo-Yan. Le directeur le regarde fixement et l'appelle le parfait succès du projet, la vraie transcendance. Le directeur désespéré dit qu'il est à un autre niveau et offre n'importe quoi sauf Wu Yan refuse la proposition. L'homme le traite de fou et crie. Demandant s'il pense que mettre fin à sa vie résoudra tout, il révèle que l'alliance d'entreprises connue sous le nom de Ligue des entreprises ne laisse jamais ses ennemis vivre et menace que non seulement lui, mais sa famille et ses amis seraient également tous éliminés par l'organisation. À cet instant, le protagoniste avance avec rapidité et achève le directeur sans hésitation. Nous voyons ensuite Kim Young-jun qui semble avoir participé à l'élimination du directeur du projet. Il se plaint à Wu Yeon qu'ils avaient encore des questions à poser,
mais le protagoniste ne s'en soucie même pas. Un écran apparaît devant lui indiquant que la mission est terminée et l'option de retourner dans son monde d'origine. Les yeux brillants d'espoir, le protagoniste pense qu'il peut enfin quitter cet enfer. Alors qu'il est sur le point d'appuyer sur le bouton pour partir, une voix mystérieuse l'appelle soudainement. La voix demande s'il les a oubliés, eux et tous les autres qui sont restés derrière. Les âmes de ses compagnons l'entourent en le suppliant de continuer sa vengeance pour eux. Mais Wu Yeon dit qu'il est fatigué et se demande s'il n'en a pas déjà fait assez pour eux tous. Pensant que c'est sa seule chance, son ami Kim Young, Jun, l'attrape fermement par le bras. Le protagoniste dit alors qu'il retourne dans son monde, laissant son compagnon totalement confus. Avec un sourire, Wu Yeon s'excuse et appuie sur le bouton pour enfin retourner chez lui. Soudain, le jeune homme se réveille en sursaut dans un lit qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il se redresse et regarde autour de lui en se rendant compte que cet endroit est en fait son ancienne chambre. Wu Yeon prend alors son téléphone pour vérifier exactement combien de temps s'est écoulé depuis qu'il a été emmené. À sa surprise, il voit que c'est le même jour où il a été entraîné dans ce jeu. Il se demande si le temps n'a pas passé et, en se regardant dans le miroir, remarque que ses cicatrices ont disparu. Mais les souvenirs et les sensations qu'il a vécues là-bas sont trop vifs pour être un rêve. Le jeune homme se souvient clairement de toutes les batailles qu'il a menées et de toutes les souffrances qu'il a endurées. Les images de ses compagnons vaincus lui reviennent à l'esprit avec force et clarté. Il se souvient aussi du cri à l'aide de son ami qui ne voulait pas mourir comme ça et surtout de la menace du réalisateur qui a promis d'éliminer tous ceux qu'il aimait un par un. C'est pourquoi il est certain que les 10 années qu'il a passées là-bas étaient réelles et non un cauchemar. Soudain, son téléphone commence à sonner et le nom de quelqu'un appelé Jung-na, Yin apparaît à l'écran. Le protagoniste trouve ce nom familier mais ne se souvient pas de qui il s'agit pour le moment. En répondant, la jeune fille hurle en demandant pourquoi il n'a pas appelé et s'il a oublié leur plan. Ouais. Un est confus par le mot au plan et la jeune fille dit qu'ils ont convenu de se rencontrer le soir. Avant qu'il ne puisse répondre, elle raccroche, laissant le jeune homme encore plus confus. Après avoir un peu réfléchi, il se souvient enfin de cette voix et à qui elle appartient. C'était sa camarade de classe la plus proche et la personne qui lui a recommandé de rejoindre le jeu. Il se demande si elle savait quelque chose et si elle l'a fait exprès, mais il décide de la rencontrer d'abord. Au restaurant, la jeune fille le salue en agitant la main de loin avec un sourire sur le visage. Elle l'appelle par son nom et dit que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus comme ça. La jeune fille lui demande s'il veut boire quelque chose puisque c'est la première fois qu'ils se voient depuis la fin du semestre. Mais il refuse car dans son état actuel, il ne sait pas ce qu'il pourrait faire s'il se saoulait. La jeune fille trouve ça bizarre mais accepte, puis les deux commencent à préparer la nourriture à table. Son ami lui demande alors s'il a joué à Reverse Planet puisqu'il a promis de faire le tutoriel. Il répond qu'il a créé le personnage, regardé l'intro et qu'il a été aspiré dans le jeu. Elle se plaint que c'est comme s'il n'avait pas joué du tout et le protagoniste est agacé par ce commentaire. Avec colère, il serre le poing en pensant qu'il a passé 10 ans dans cet enfer à cause d'elle. La jeune fille dit qu'elle était anxieuse parce qu'il avait promis d'apparaître sur son stream puisqu'il était un célèbre joueur classé. Le protagoniste se souvient alors qu'elle voulait être streameuse et c'est pourquoi elle insistait tellement pour qu'ils jouent ensemble. Malgré cette étrange conversation, il pense qu'au moins ça rend Return un peu plus réel. De retour dans sa chambre, le jeune homme commence à utiliser l'ordinateur pour rechercher quelque chose d'important. Il cherche les développeurs du jeu et découvre que le siège social de l'entreprise se trouve dans la Silicon Valley. Mais il abandonne l'idée parce qu'il sait que s'il dit la vérité sur le jeu, il sera traité comme un fou. De plus, si les développeurs sont impliqués, enquêter serait très dangereux pour lui. Fatigué de tout, il se demande pourquoi il fait ça puisqu'il a réussi à échapper à cet enfer. Le protagoniste décide alors que c'est trop et qu'il vaut mieux oublier cet horrible endroit à jamais. Un certain temps passe et nous voyons un de ses amis s'approcher pour parler au protagoniste. À partir de ce jour, le jeune homme a essayé de mener une vie normale et de passer à autre chose avec ses amis. Il recommence à aller à l'école et passe du temps avec ses camarades de classe comme au bon vieux temps. Pendant un des cours, il regarde ses études et essaie de se souvenir de quoi parlait son sujet. Mais même en essayant, il ne peut pas oublier le passé et se demande s'il est vraiment rentré chez lui. Soudain, le protagoniste ressent une étrange présence et tourne rapidement la tête pour regarder autour de lui. Cependant, il n'y avait rien d'étrange là-bas à part les autres étudiants dans la bibliothèque silencieuse. Mais les choses ont commencé à mal tourner et les voix dans sa tête ont exigé vengeance contre ses ennemis. Il sursaute et sa chaise traîne sur le sol en faisant un bruit qui attire l'attention de tout le monde. Ses camarades de classe le regardent avec confusion et se demandent pourquoi il agit si étrangement. Le protagoniste quitte alors la pièce et essaie de se calmer dans le couloir, mais les hallucinations le poursuivent. Les voix l'appellent par son nom et les mains d'ombre des créatures le hantent sans s'arrêter une seconde. À ce moment-là, un de ses amis s'approche, inquiet, et lui demande s'il va bien en touchant son bras par réflexe. Le protagoniste le repousse avec force, laissant les camarades de classe effrayés. Son esprit le trompe et pendant un instant, il voit une arme dans sa main prête à attaquer quiconque s'approche. Dans sa vision, il attaque son ami sans pitié comme s'il était un de ses anciens ennemis. L'ami lui demande ce qu'il fait et le jeune homme revient à la réalité en réalisant son erreur.
Il s'excuse en disant qu'il a eu peur et son ami commente que les gens pensent qu'il agit bizarrement. Le jeune homme regarde ses mains tremblantes et moites en réalisant qu'il perd le contrôle de la situation. Plus tard, il s'assoit sur un banc pour se reposer et essayer de remettre ses pensées en ordre. Mais les créatures d'ombre réapparaissent à ses pieds, l'appelant à revenir. Elles l'entourent et lui demandent s'il les a déjà oubliées, ainsi que la vengeance qu'il a promis de chercher. Désespéré, il les supplie d'arrêter quand son ami Naïn le trouve et l'appelle par son nom. Elle regarde son visage fatigué et lui demande si quelque chose ne va pas car il a l'air très abattu. Le jeune homme le nie avec difficulté en disant que ce n'est rien de grave, mais son apparence dit le contraire. La jeune fille lui dit que s'il a besoin de quelque chose, il n'a qu'à lui parler, mais il l'ignore sans répondre. Il comprend alors enfin que c'est lui-même qui a amené ces spectres dans son monde. Il décide que si cela ne se terminera que lorsqu'il aura satisfait les désirs des spectres, alors il le fera. Il pense que vivre ainsi ici ne serait pas différent de l'enfer qu'il a vécu auparavant. Alors le protagoniste entre dans une capsule d'immersion déterminée à retourner dans ce monde. Il décide qu'il va retourner à cet endroit pour en finir une fois pour toutes avec ce qu'il a commencé. Un message de bienvenue à Reverse Planète apparaît et il émerge dans une pièce inconnue. Il se demande où il était en se regardant dans le miroir, il reconnaît la salle d'attente du laboratoire. Le jeune homme se demande pourquoi il n'est pas retourné dans ce monde et s'il y a une condition qu'il doit remplir. Un écran apparaît lui demandant s'il veut finaliser l'apparence du personnage et il décide de jouer le tutoriel. Il ajuste certains paramètres et désactive l'assistance au combat car il était déjà habitué à se battre sans elle. Maintenant, il doit choisir son premier élément principal pour commencer à développer ses compétences. Le système de compétences du jeu permet de choisir un élément central et de renforcer le personnage avec des sous-éléments. Les éléments sont si variés qu'il existe des experts dédiés à la recherche des meilleures combinaisons. Parmi toutes les options, il choisit la même qui a fait de lui un surhumain dans l'autre monde. Une voix l'appelle sujet 40. Et Ethan dit qu'il se revoit après une semaine. Le jeune homme réalise que le jeu ne montre pas le terrible processus avant l'éveil des capacités. Il comprend que personne ne voudrait vivre ces horribles expériences, même dans un jeu. La voix lui dit alors d'entrer dans une pièce pour que la prochaine expérience commence immédiatement. En ouvrant la porte, il fait face à une vision terrifiante qui le laisse paralysé de peur. Devant lui se trouve un robot géant connu sous le nom d'Edinal, une machine de combat mortelle. Ce robot a été créé pour contenir les sujets éveillés et a été responsable de nombreuses pertes. La première mission du tutoriel apparaît, lui demandant de vaincre le robot en utilisant sa capacité. Il se souvient d'un de ses amis implorant de l'aide avant d'être attaqué par la machine. Les souvenirs du robot attaquant et achevant ses compagnons lui reviennent en force. L'éthanol avance rapidement dans sa direction, prêt à attaquer avec ses griffes acérées. Le protagoniste se prépare au combat, pensant que les chercheurs ne font que des choses dégoûtantes. Les yeux brillants d'une teinte dorée, il se prépare à affronter le robot géant. L'Edinil attaque avec un coup puissant, mais le protagoniste parvient à esquiver avec agilité. Le robot continue sa charge, mais le jeune homme se déplace avec une vitesse impressionnante. Il esquive toutes les attaques du robot comme s'il connaissait déjà tous ses mouvements. Le protagoniste saute ensuite par-dessus le robot, se préparant à contre-attaquer de toutes ses forces. Il pense que la version finale du robot est plus compliquée car elle utilise des capacités spéciales. Mais d'un seul coup puissant, il détruit facilement la version initiale de l'éthanol. Les pièces du robot volent partout et l'expérience se termine avec succès. La voix félicite le sujet 48 en disant que ses compétences sont impressionnantes. Le tutoriel est terminé et la voix se prépare à commencer immédiatement la prochaine expérience. Soudain, une alarme d'intrusion retentit dans tout le laboratoire, surprenant tout le monde. Les chercheurs paniquent en criant qu'il s'agit d'une invasion du gouvernement et courent se mettre à l'abri. Une voix féminine annonce au haut-parleur à toutes les victimes piégées dans le laboratoire. Elle demande à tout le monde de fuir à l'extérieur de l'installation de toutes leurs forces, sur le champ. La deuxième mission du tutoriel apparaît, lui demandant de s'échapper de l'installation. Le protagoniste pense qu'il doit d'abord sortir de là pendant que le chaos et les explosions continuent. Il court dans un couloir et se demande si les explosions se sont arrêtées afin qu'il puisse avancer en toute sécurité. Le jeune homme trouve le couloir complètement détruit et tombe sur un soldat du gouvernement blessé. Il reconnaît la marque du département de gestion dimensionnelle et se rend compte que ce n'est pas un ennemi. Le soldat l'aide à ouvrir une pièce avec diverses armes et lui dit de prendre tout ce qu'il veut pour se défendre. La pièce est pleine d'armes de tout type, des haches et des épées aux armes à feu modernes. Le soldat lui tend un émetteur et lui dit que dès qu'il sortira, il devra envoyer un signal de sauvetage. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, le soldat blessé finit par succomber à ses blessures. Le protagoniste se tourne vers le mur d'armes et se souvient qu'il ne s'agit que d'un jeu pour progresser. Il saisit ensuite une faux sur le mur, prêt à continuer son voyage et à s'échapper de cet endroit. Soudain, il est étreint par l'une des créatures obscures qui le hantent depuis le début. Ailleurs, on voit une streameuse nommée Konso Yol se plaindre de devoir jouer à Reverse Planète. Ses spectateurs la taquinent dans le chat en disant qu'elle n'a pas le choix car c'était une promesse. Elle dit qu'une promesse est une promesse et qu'une femme comme elle ne manque jamais à sa parole à son public. Ses fans continuent de la rôtir en disant qu'elle a déjà menti plusieurs fois sur les jeux auxquels elle jouerait.
La streameuse annonce ensuite qu'elle va commencer à jouer en guise de punition pour avoir échoué à un défi précédent. Elle enregistre l'apparence du personnage et choisit les flammes comme sa principale capacité pour le jeu. Le jeu explique que l'aide au combat aide dans divers domaines comme la posture et l'utilisation des compétences. Ses spectateurs exigent qu'elle joue sans aucune aide, en mode le plus difficile du jeu. La streameuse devient nerveuse et se demande s'il est possible de terminer le tutoriel sans aucune aide du système. Elle fait des recherches et découvre que le pourcentage de joueurs qui jouent sans aide est pratiquement nul. La streameuse dit qu'elle a confiance en ses compétences mais sait que ce sera difficile comme contrôler une troisième main. Soudain, une mission apparaît offrant un prix en espèces pour avoir terminé le tutoriel sans aide. Les yeux brillants, elle change d'avis et dit que tous les streamers devraient essayer cela au moins une fois. Excitée par la récompense, elle court pour commencer la mission, déterminée à remporter le défi. Mais dès la première tentative, elle est vaincue par le robot en seulement 2 minutes de jeu. Elle se plaint que le jeu est injuste car il oblige les joueurs à se battre sans aucune explication préalable. La streameuse est de nouveau vaincue et ses spectateurs commentent que la mission n'a pas été créée pour être gagnée. Elle se rend alors compte qu'elle a déjà obtenu les objets nécessaires et qu'elle n'a plus qu'à s'échapper pour terminer la mission. La deuxième mission commence et le jeu lance une recherche automatique d'un groupe de 4 personnes. La streameuse se demande si terminer la mission avec un groupe compte toujours et ses fans la taquinent dans le chat. Le jeu ne parvient pas à trouver un groupe et elle est surprise car le jeu est très populaire et compte de nombreux joueurs. Elle essaie une recherche élargie et ses spectateurs expliquent que le jeu ne la connecte qu'avec des joueurs sans assistance. La streameuse panique à l'idée d'annuler la mission, mais le jeu trouve un groupe avec succès. Elle désespère car elle est maintenant coincée dans une mission presque impossible avec d'autres joueurs inconnus. En entrant dans la mission, elle est confrontée à une scène choquante qui la laisse sans voix et complètement effrayée. Ses spectateurs sont également choqués et se demandent ce qui se passe dans ce match. Elle remarque que les robots n'ont pas été détruits avec des armes à feu, ce qui rend la scène encore plus bizarre. Les yeux brillants, elle se rend compte qu'elle a trouvé un joueur incroyable et que la mission sera facile. Au milieu des débris, elle aperçoit le protagoniste debout, son arme à la main, entouré d'ennemis vaincus. Le protagoniste tourne le visage en arrière, les yeux brillants d'une mystérieuse teinte violette. La streameuse s'approche prudemment et demande si quelqu'un est là au milieu des débris. Soudain, le protagoniste apparaît devant elle et pointe un couteau dans sa direction avec un regard froid. Dans un mouvement rapide, il l'attaque mais parvient à arrêter le couteau à quelques centimètres de son visage. La streameuse est complètement terrifiée et figée avec les lames si près de ses yeux. Elle se cache derrière un mur et le supplie de l'épargner en pensant qu'il est un ennemi. Le jeune homme réalise son erreur et dit qu'il s'en va, mais la streameuse l'arrête et lui demande de l'emmener avec lui. Elle se présente comme Kangso, YO demande si elle peut apparaître sur son stream en direct. La fille garantit que le mode de confidentialité est activé et que son visage ne sera pas montré. Soudain, le protagoniste s'arrête de marcher et la streameuse se demande s'il s'est fâché contre elle. Plusieurs gardes apparaissent et crient qu'il s'agit d'un sujet de test fugitif ordonnant d'éliminer sans capturer. Les gardes ouvrent le feu et la streameuse se protège des tirs en se demandant pourquoi le tutoriel est si difficile. Elle s'inquiète pour son nouveau compagnon et demande s'il va bien au milieu de la fusillade. Le protagoniste esquive les balles avec une agilité surhumaine en utilisant ses chaînes pour se déplacer. Dans un mouvement acrobatique, il utilise les chaînes pour se protéger et avancer contre les gardes. D'un seul coup de faux, il élimine tous les ennemis, laissant la streameuse choquée. Ses spectateurs sont impressionnés et commentent que ce qu'ils viennent de voir était fou. Ils se demandent comment il parvient à utiliser l'arme comme ça sans aucune aide du jeu. Le protagoniste continue de se battre avec une compétence incroyable, combinant parfaitement attaque et défense. La streameuse regarde et se rend compte que le seul élément qui change la couleur des yeux est l'être parfait. Elle se demande si ce n'est pas la compétence poubelle qui empêche l'utilisation des pouvoirs dans le jeu. L'être parfait est l'un des principaux éléments du jeu qui renforce les attributs physiques. Cependant, cela empêche complètement l'utilisation de toute capacité spéciale du personnage. En raison de cette pénalité, la plupart des joueurs considèrent que c'est l'une des pires compétences du jeu. La streamer trouve étrange que quelqu'un choisisse une construction qui empêche l'utilisation de la puissance dans un jeu axé sur celle-ci. Ses spectateurs commentent que pour un match sans assistance, renforcer le physique pourrait être un avantage. Mais même ainsi, elle se demande comment il parvient à bouger comme ça en étant seulement niveau 1. Le protagoniste continue de se battre avec une férocité impressionnante, éliminant facilement les gardes. Il utilise ses chaînes et sa faux efficacement et brutalement, ne laissant aucune chance à ses ennemis. Il laisse une traînée de destruction partout où il va, montrant son expérience et ses compétences au combat. Le reflet dans sa faux montre ses yeux remplis de haine et de soif de vengeance contre ses ennemis. Les créatures obscures l'entourent à nouveau en disant que sa vengeance ne leur suffit pas encore. Soudain, un garde apparaît dans un coin se préparant à attaquer le protagoniste par surprise. Le garde vise soigneusement la tête du jeune homme, prêt à tirer à tout moment. La streamer remarque le danger et crie pour qu'il fasse attention à l'ennemi caché. Le protagoniste tire ses vêtements et utilise son corps comme bouclier pour la protéger des tirs. Les balles ricochant sur son corps comme s'il était fait d'acier ne causant aucun dommage. Le garde est choqué par la scène et la streamer profite de la distraction pour contre-attaquer.
D'un tir précis, elle élimine le garde mettant fin à la menace et sauvant le protagoniste. Soulagée, elle prend une profonde inspiration et ses spectateurs louent sa visée. Le protagoniste demande ce qu'elle a pensé de sa performance et la streamer s'envoie avec un sourire suffisant. Elle dit qu'elle a quand même réussi à aider dans la bataille contre les gardes. Le jeune homme se souvient de ses amis et des voix qu'il appelait frères dans cet endroit terrible. Les souvenirs de ses compagnons le hantent et il se souvient du sacrifice de chacun d'eux. La streamer l'appelle chauffeur de bus, une carie, et il la regarde avec un regard sérieux et distant. Elle s'excuse et dit qu'elle sait qu'il a fait tout le travail mais il la corrige en disant qu'elle a aidé. Les spectateurs louent la gentillesse du protagoniste même si la streamer profite de la situation. La fille demande si elle peut continuer avec lui dans le tutoriel et il accepte sans se soucier. Elle l'appelle encore chauffeur de bus mais il la corrige et demande de l'appeler Baek ou Pon. Curieuse, elle demande s'il a vraiment choisi la compétence d'être parfait comme élément principal. La streamer est impressionnée par sa capacité à esquiver les balles sans aucun pouvoir spécial. Il dit qu'il ne joue pas à d'autres jeux en particulier et demande pourquoi elle est si curieuse à ce sujet. Le protagoniste l'avertit qu'il y a 2 robots rétiniens à 20 mètres devant eux. La fille est choquée et se demande comment il peut sentir les ennemis sans aucun pouvoir de détection. Tournant le couloir, elle confirme qu'il avait raison et fait face aux 2 robots géants. Le protagoniste dit qu'il aimait vraiment se battre dans le Colisée et avance vers les ennemis. Il attaque les robots avec une fureur accablante utilisant sa faux pour les détruire rapidement. D'un seul coup puissant, il détruit l'un des robots montrant sa force et ses compétences. Il se souvient de la façon dont il s'est consacré au jeu et de la façon dont ses compétences l'ont amené au sommet. Le protagoniste révèle qu'il a même réussi à entrer dans le classement des meilleurs joueurs. Avec un coup de poing final, il détruit le dernier robot montrant sa supériorité au combat physique. La streamer et ses spectateurs sont impressionnés par la facilité avec laquelle il a vaincu les ennemis. L'un des spectateurs explique qu'autrefois, être un classé du Colisée garantissait une place dans une équipe de professionnels. En entendant le nom Battlé, la streamer est choquée et ses yeux s'écarquillent de surprise. Elle demande s'il parle du joueur professionnel le plus célèbre de toute la planète inversée. Le protagoniste leur dit de continuer à avancer et la streamer le suit sans remettre en question ses ordres. Ils arrivent à la mission finale du tutoriel où une voix mystérieuse les accueille sur l'escalier. Le chef du laboratoire de recherche apparaît et dit qu'ils sont arrivés si loin seulement pour rencontrer leur fin. Avec un sourire maléfique, il les menace en disant que cet endroit sera la tombe pour eux deux. La streamer se rend compte que le chef est le dernier défi du tutoriel et que le voyage est presque terminé. Soudain, les créatures obscures apparaissent autour du chef, prêtes à attaquer à tout moment. Avec des sourires macabres, ils se préparent pour la bataille finale contre le protagoniste et sa compagne. Le chef avance avec fureur en criant qu'ils ne quitteront pas cet endroit vivant quoi qu'il arrive. La streamer se prépare à fournir un soutien avec son arme tandis que le protagoniste se prépare au combat. Elle tire sur le chef mais il crée une barrière de particules qui bloque tous ses tirs. La streamer propose de le couvrir avec un tir de suppression pendant qu'il attaque le chef de près. Le protagoniste avance sans peur prêt à affronter le chef et à satisfaire les désirs du spectre. Avec un coup de poing puissant, il frappe le chef carrément brisant sa barrière et le jetant au loin. L'impact du coup crée une explosion d'énergie qui résonne à travers le couloir sombre. La streamer est choquée et se demande si ce qui vient de se passer était une sorte de bug dans le jeu. Le chef se relève furieux et active sa capacité de corps d'acier prêt pour la bataille finale. Avec un cri de guerre, il saute vers le protagoniste avec une force écrasante. L'impact de son attaque enfonce le sol et les spectateurs commentent la puissance du chef. Le chef demande combien de temps il réussira à esquiver ses attaques avec une telle facilité. Le protagoniste continue d'esquiver les attaques du chef avec une agilité impressionnante et sans effort. La bataille intense détruit le paysage autour d'eux mais le jeune homme n'est pas intimidé par la force du chef. Les spectateurs commentent que même avec de l'aide, il est difficile d'esquiver les attaques du chef. Le protagoniste contre-attaque finalement et donne un coup de poing puissant sur le visage du chef avec toute sa force. Le chef est jeté en arrière et s'agenouille sur le sol ressentant la douleur du coup reçu. Les créatures obscures l'entourent et lui disent de ne pas désactiver sa forme d'acier si facilement. Ils exigent que le protagoniste soit encore plus brutal et le fasse souffrir. Le chef se demande comment un simple sujet de test peut avoir autant de pouvoir et le protagoniste le regarde avec mépris. Avec un sourire froid, il remercie le chef de l'avoir rendu si fort avec ses expériences. La streamer regarde la scène choquée, ne comprenant pas ce qui se passe entre les deux. Un message annonce la défaite du chef et la streamer est impressionnée par la victoire du jeune homme. Avec le chef vaincu, elle dit qu'il ne reste plus qu'à partir pour terminer la mission du tutoriel. La fille l'appelle à partir et il la suit laissant derrière lui le corps du chef. Le protagoniste est consumé par les créatures obscures mais continue de marcher vers la sortie. Ils ont finalement atteint la sortie et la streamer célèbre sa liberté après la longue bataille. Un message annonce la fin de la mission, l'augmentation de niveau et un point de compétence gagné. Il refuse son offre en disant qu'il va arrêter de jouer pour aujourd'hui et dit au revoir à la fille. La streamer remercie ses spectateurs et termine le stream en célébrant la victoire du tutoriel. Elle lui demande d'attendre et quelles suggestions elle pourrait lui faire à ce moment-là. Avec un sourire timide,
elle lui demande s'il aimerait être un participant régulier à son stream. La streamer explique qu'elle veut se concentrer sur l'histoire principale du jeu avec quelques batailles PVP de temps en temps. Elle offre un bon paiement et la liberté de choisir ses propres horaires de participation. Le protagoniste refuse l'offre et la streamer se rend compte qu'elle ne pourra pas le convaincre de changer d'avis. Elle lui demande ensuite de l'ajouter comme ami dans le jeu et il accepte sans s'en soucier. La streamer le remercie pour son aide et se déconnecte du jeu, laissant le protagoniste seul dans le décor. Même après avoir terminé le tutoriel, il se demande pourquoi il ne peut toujours pas retourner dans ce monde. De retour dans la vraie vie, il fait des recherches sur le jeu et trouve plusieurs sujets sur sa performance. Il n'avait aucune idée de l'impact que son gameplay aurait sur la communauté et les discussions en ligne. Pendant ce temps, la streamer reçoit un don anonyme avec une question sur son retour dans le monde réel. À la branche coréenne de la société de développement de jeux, une crise sans précédent se produisait. Les employés paniquaient parce que quelque chose d'inédit se produisait à cause d'un seul joueur. Un des employés regarde l'enregistrement de la bataille et n'arrive toujours pas à croire ce qu'il voit. Les communautés en ligne sont convaincues qu'il s'agit d'un hack et exigent une explication de la société. Le chef d'équipe demande s'ils sont sûrs qu'il ne s'agit pas d'un hack et un des employés répond. Il garantit qu'ils ont tout vérifié depuis la création du personnage et n'ont rien trouvé de mal. Il n'y avait aucune trace de modification externe, ce qui rendait la situation encore plus mystérieuse. Ils ont vu des tricheurs qui traversent les murs et utilisent toutes sortes de sales combines dans le jeu. Même les joueurs qui deviennent invisibles et volent des objets aux autres sont courants pour eux, mais ils n'ont jamais vu un mouvement comme celui des protagonistes qui défie la logique du jeu. Un hack ne serait pas en mesure d'expliquer ce niveau de contrôle et de compétence au combat. Malgré tout, ils envisagent la faible probabilité qu'il s'agisse d'un hack qu'ils n'ont pas encore découvert. Quoi qu'il en soit, ils décident de faire une vérification complète pour être sûrs de ce qui se passe. Dans une cafétéria, le protagoniste parle avec son ami Ni, y ont des répercussions de son gameplay. Il demande si la communauté internet est vraiment sens dessus-dessous à cause de lui. L'ami confirme que c'est le chaos et que même un défi sans assistance a surgi parmi les joueurs. Tout le monde échoue au défi et maintenant la majorité pense qu'il a utilisé une sorte de hack. Elle dit qu'elle a été choquée en regardant la vidéo et demande comment il savait que c'était elle sur le stream. L'ami explique qu'il a dit son nom et qu'elle l'a déjà vu se battre et qu'elle connaît ses compétences. Il comprend que c'est pour ça qu'elle a reçu ce message et l'ami est confuse par la question. Elle s'énerve et demande s'il a été contacté par la société pour vérifier s'il triche. Le protagoniste confirme et explique qu'ils l'ont contacté via la streamer pour organiser une réunion. L'ami est excité et demande s'il va accepter la proposition de la société d'être vérifié. Il pense que c'est sa seule chance de contacter les vrais créateurs et de se renseigner sur l'autre monde. Il dit qu'il va y réfléchir, mais il a déjà pratiquement décidé d'accepter la proposition de la société. L'ami lui conseille de laver son nom s'il a l'intention de continuer à jouer pour ne pas être traité de tricheur. Elle dit que son style de combat est unique et que personne ne peut se battre de cette façon. Elle dit que même les joueurs professionnels sont découverts par leurs habitudes et leurs tics lors des matchs. L'ami est soulagé qu'il ait accepté, sinon, la streamer aurait reçu beaucoup de haine. Il demande pourquoi, puisqu'ils ne la connaissent même pas, et l'ami rit de son innocence. Elle explique que le blâme se répandrait bientôt sur la streamer qui l'a fait entrer dans le match. Le protagoniste y réfléchit et l'ami s'imagine dans sa tasse avec un sourire espiègle. Il envoie un message à la streamer confirmant qu'il accepte la proposition de vérification. La streamer célèbre la nouvelle, excitée par l'opportunité d'augmenter son audience. Elle pense qu'avec autant d'attention, son nombre de spectateurs montera en flèche lors des prochaines diffusions. Dans son studio, elle prépare tout pour le stream et dit que tout le monde sera émerveillé par ce qu'ils vont voir. 4 jours plus tard, la diffusion pour clarifier la controverse sur le piratage commence. La streamer salue le protagoniste et dit que tout cela a dû être très stressant pour lui. Il la rassure en disant qu'il ne se soucie pas de la situation et qu'il n'est pas dérangé par celle-ci. Le jeune homme demande si elle le soupçonne et elle le nie en disant qu'elle a vu ses mouvements de ses propres yeux. Elle dit que l'intensité dans ses yeux l'a convaincu qu'il n'était pas un tricheur. La streamer se prépare à commencer la diffusion et le protagoniste accepte de commencer la vérification. Elle salue ses spectateurs et les remercie d'avoir attendu le début du live stream. Avec plus de 10 000 spectateurs dès le départ, elle se rend compte de l'ampleur de l'intérêt pour le débat. Le protagoniste se présente et le chat se remplit de commentaires haineux et d'accusations de triche. La streamer demande à tout le monde de se calmer et de faire preuve de civilité afin qu'elle n'ait pas à fermer le chat. Avant de commencer, elle demande au protagoniste ce qu'il pense de toute cette controverse. Il dit qu'il trouve ridicule de recevoir autant d'attention pour quelque chose d'aussi petit et insignifiant. La streamer dit que c'était un jeu incroyable et qu'ils ont fait venir un invité spécial pour la vérification. Un homme apparaît et la streamer le salue avec enthousiasme pour son arrivée à l'événement. Il se présente comme Park Joo-myung, le chef de l'équipe des opérations de la société. Le protagoniste pense qu'en tant que chef d'équipe, il doit en savoir beaucoup et qu'il doit lui demander certaines choses. La streamer et le protagoniste se présentent au chef d'équipe qui les salue formellement. Le chef d'équipe observe le protagoniste et pense qu'il ne semble rien avoir d'inhabituel à première vue.
Il les invite dans la zone de test où la vérification sera effectuée pour éclaircir la controverse. Le chef d'équipe explique qu'ils sont dans une salle d'entraînement privée pour pratiquer les compétences. Il dit qu'ils vont le vérifier en le regardant se battre plusieurs fois et en recherchant des programmes externes. Le chef d'équipe lui demande s'il accepte les conditions et le protagoniste accepte sans hésiter. Avec tout de près, il se prépare à commencer la vérification et à prouver son innocence à tout le monde. Un robot d'entraînement apparaît dans la pièce et les spectateurs s'interrogent sur sa force et son niveau. Le chef d'équipe dit qu'ils vont commencer avec un robot d'entraînement de niveau intermédiaire. Les créatures obscures réapparaissent et demandent au protagoniste de les venger avec sa force. Le chef d'équipe explique les schémas de mouvement du robot au protagoniste avant la bataille. Soudain, il se rend compte que le protagoniste a disparu et est choqué par la scène. Le protagoniste s'est déplacé si vite qu'il a semblé s'évanouir dans l'air, laissant le chef d'équipe confus. Le chef d'équipe ne comprend pas ce qui s'est passé et se demande de quoi il parlait. Il regarde sa tablette et ne fait que répéter les mots du protagoniste. Il répète les mots du protagoniste sans comprendre ce qu'ils signifient dans ce contexte. Seul le mot éliminé résonne dans son esprit alors qu'il essaie de comprendre la situation. Le protagoniste détruit le robot à main nue, laissant tout le monde choqué par sa force. Le système ne détecte aucune intervention de programme externe, confirmant son innocence. Le chef d'équipe réalise que c'est impossible que ce soit un hacker et est impressionné par le jeune homme. Le protagoniste marche sur les débris du robot et dit que le test est terminé avec un air de supériorité. Le chef d'équipe dit qu'ils n'ont détecté aucun programme externe, mais que le test a été court. Il demande si le protagoniste accepterait de se battre de la manière qu'il suggère lors du prochain test. Le jeune homme comprend qu'il vérifie s'il utilise des hacks de combat automatiques et accepte. Il explique que les hacks de combat automatiques se battent à votre place, mais ne peuvent pas imiter un vrai joueur. Le chef d'équipe lui demande de vaincre 3 robots intermédiaires en utilisant uniquement la faux à chaîne. Il pense que cela devrait être un énorme désavantage, mais il ne semble pas inquiet du défi. 3 robots d'entraînement apparaissent dans la pièce et le protagoniste se prépare au combat. Il avance vers les robots sans hésiter, prêt à montrer ses compétences une fois de plus. Le protagoniste attaque les 3 robots simultanément avec une vitesse et une précision impressionnantes. Il utilise ses chaînes pour se déplacer sur le champ de bataille et attaquer les robots sous tous les angles. Avec des mouvements fluides et acrobatiques, il esquive les attaques des robots et contre-attaque férocement. Il utilise ses chaînes pour lier et détruire les robots avec une compétence incroyable et unique. En quelques instants, il bat les 3 robots, laissant une traînée de destruction dans la pièce. Le streamer et le chef d'équipe sont choqués et commentent les compétences surréalistes du protagoniste. Le chef d'équipe dit qu'il a déjà recueilli suffisamment de données, mais sa curiosité parle plus fort. Il se demande si le protagoniste peut vaincre un robot avancé avec une seule compétence. Avec un sourire avide, il décide de faire un dernier test pour voir les limites du jeune homme. Un nouveau robot émerge du sol et ses yeux rouges brillants fixent le protagoniste. Le robot a une apparence féminine et les spectateurs commentent le sérieux du défi. Le chef d'équipe annonce que le prochain test sera contre un robot d'entraînement avancé. Les yeux du protagoniste brillent d'or et il se prépare pour la bataille la plus difficile à ce jour. Le robot fixe le protagoniste avec un regard provocateur, prêt pour le combat à venir. Avec un sourire diabolique, le robot se prépare à attaquer avec une vitesse et une force impressionnantes. Le protagoniste se prépare au combat avec un regard déterminé, concentré sur son adversaire. Le robot avance et attaque avec un coup de poing puissant que le protagoniste esquive de justesse. Le jeune homme est éraflé et ressent la force du coup qui le projette violemment en arrière. Il contre-attaque avec un coup de poing, mais le robot esquive facilement et la bataille s'intensifie. Le robot continue d'attaquer avec une série de coups rapides et précis qui détruisent les environs. Le protagoniste réalise que le robot avancé est à un niveau complètement différent du précédent. Il sait qu'un seul coup pourrait être fatal et qu'il doit être extrêmement prudent au combat. Le jeune homme essaie d'attaquer le robot avec un coup de poing, mais sa main est arrêtée par la résistance de l'ennemi. Il réalise que le corps du robot est beaucoup plus résistant et que ses attaques ne fonctionnent pas. Le robot contre-attaque avec un coup puissant que le protagoniste doit esquiver avec agilité. Déterminé à gagner, il décide de continuer à attaquer jusqu'à ce qu'un de ses coups fonctionne enfin. Le chef d'équipe et le streamer regardent la bataille, choqués par les compétences du protagoniste. Le chef d'équipe n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse combattre un robot avancé comme ça. Il réalise que le protagoniste est en train de complètement renverser la situation et qu'il n'y a plus rien à regarder. Le chef d'équipe décide de mettre fin au test car il a déjà recueilli suffisamment de données pour la vérification. Il annonce que la vérification est terminée et retire le robot d'entraînement de la salle de test. Le streamer demande quel était le résultat et le chef d'équipe confirme qu'il n'y a pas eu d'interférence externe. Le streamer célèbre la nouvelle et le chat se remplit de commentaires sur le verdict officiel de l'entreprise. Elle annonce à tout le monde que le protagoniste n'a pas utilisé de hack et que ses compétences sont réelles. Le test étant terminé, le streamer remercie tout le monde et clôture la diffusion en direct de l'événement. Le chef d'équipe les remercie tous les deux pour leur participation et le protagoniste dit que ce n'était rien de grave. Le chef d'équipe se prépare à partir, mais le protagoniste l'arrête et lui dit qu'il a une question.
Le jeune homme demande s'il y a des bugs dans le jeu ou si quelqu'un a déjà été piégé à cause d'un bug. Le chef d'équipe le nie et dit que s'il y avait un bug aussi important, le jeu ne serait pas un succès mondial. Le protagoniste comprend et le chef d'équipe dit au revoir et part, les laissant seuls. Le streamer remercie le protagoniste pour l'aide et dit qu'elle réglera les revenus du stream avec lui. Il dit que ce n'est pas nécessaire, mais elle insiste et le jeune homme accepte d'en parler plus tard. Le streamer regrette de le laisser partir, mais décide de ne pas insister pour qu'il revienne sur son stream. Elle dit au revoir et part, laissant le protagoniste seul dans la salle d'entraînement vide. Le jeune homme se sent un peu déçu car la vérification a été moins productive qu'il ne l'espérait. Soudain, il reçoit un message de son ami, Yeon, lui demandant de le rencontrer dans la salle d'entraînement. L'ami demande comment s'est passé son Odiba en tant que streamer et il répond sans grand enthousiasme. Il dit que ce n'est pas son truc et qu'il n'aime pas devoir faire attention au chat en jouant. L'ami lui suggère alors de jouer seul sans se soucier du chat pour voir s'il aime mieux ça. Elle insiste pour qu'il essaie et dit qu'elle va tout configurer pour qu'il puisse jouer paisiblement. L'ami l'invite ensuite à jouer à du PVP pour découvrir le véritable potentiel du jeu. Le PVP est l'un des deux piliers du jeu avec le PVE, consistant en des batailles entre joueurs. Il demande si c'est pour ça qu'elle l'a appelé dans la salle de préparation au combat et elle confirme. Le protagoniste dit que ce n'est pas son truc et qu'il pensait arrêter pour le moment, mais l'ami insiste. Il pense que le mode histoire est trop similaire à l'autre monde, mais le PVP pourrait être différent. Il décide de tenter le coup et l'ami s'enthousiasme à l'idée d'expliquer le fonctionnement du mode bataille. Le premier mode est le duel où les joueurs s'affrontent en solo, en duo ou au meilleur des 3 matchs. Le deuxième mode comporte 4 variantes, domination, bagarre, escorte et conquête en équipe de 5. Mais le mode auquel ils joueront aujourd'hui est la survie, une bataille royale avec 100 joueurs. Dans ce mode, 100 joueurs atterrissent dans différentes zones, collectent de l'équipement et se battent jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. L'ami suggère de commencer par un match en équipe et propose de lui recommander une bonne configuration. Il refuse l'aide et dit qu'il connaît déjà une bonne configuration, la même qui a fait de lui un surhumain. Le protagoniste confirme son choix et l'ami se prépare à lancer le match de survie. La base militaire est l'un des champs de bataille du mode survie et est un point de départ classique. L'ami demande si elle peut enregistrer le match pour YouTube et le protagoniste accepte sans s'en soucier. Elle s'enthousiasme de cette permission et lance le match avec le point de départ fixé à la base militaire. Avec un sourire, elle lui souhaite bonne chance et lui dit de se retrouver en vie à la fin du match. Ailleurs, 2 joueurs explorent la base militaire à la recherche d'équipements pour la bataille. Ils se plaignent du manque de bons objets et décident de chercher ailleurs pour mieux s'équiper. Soudain, le protagoniste émerge de l'ombre et attaque les 2 joueurs à une vitesse impressionnante. À un autre endroit sur la carte, l'ami regarde le fil d'élimination et est surprise par ce qu'elle voit. Elle ne comprend pas ce que fait le protagoniste et se demande comment il élimine autant de joueurs. Dans une confrontation rapide et brutale, le protagoniste élimine un autre joueur d'un seul coup. Il regarde autour de lui et réalise qu'il n'y a plus de joueurs à affronter à ce moment-là. Le jeune homme se souvient de la confrontation avec 4 joueurs et de la façon dont il les a vaincus facilement. Il se souvient de la précision et de la létalité de chaque coup, ne laissant aucune chance à ses adversaires. La zone étant dégagée, il se prépare à poursuivre sa chasse et à trouver de nouveaux ennemis à combattre. Soudain, il reçoit un message vocal de son ami Ney. Yeon demande désespérément de l'aide. Il ouvre la carte et voit qu'elle est à un pâté de maison, une distance considérable de l'endroit où il se trouve. Il lui demande à quel étage elle se trouve et elle répond qu'elle est sur la terrasse du 3e étage. Le protagoniste confirme et court vers elle pour l'aider à échapper aux ennemis. Il saute d'un bâtiment à l'autre et 2 joueurs sont surpris par sa vitesse et son agilité. Il se prépare à l'affronter, mais le protagoniste les attaque avant qu'ils ne puissent réagir. Un des joueurs essaie d'utiliser une capacité de feu, mais le protagoniste l'intercepte avec rapidité. Il saisit la main du joueur et absorbe la capacité de feu avec l'une des siennes. Le joueur est choqué et le protagoniste l'élimine avec un coup rapide et précis, sans hésitation. Le joueur restant utilise une capacité d'agilité et se prépare à attaquer le protagoniste. Il attaque avec une série de pics violets émergeant du sol avec une vitesse impressionnante. Le protagoniste saute pour esquiver l'attaque et se prépare à contre-attaquer dans les airs avec son couteau. Le joueur est choqué par la vitesse et l'agilité du protagoniste et le traite de fou. Le jeune homme l'attaque avec un coup de pied puissant qui le projette au loin, mettant fin rapidement au combat. La notification d'élimination apparaît et le protagoniste poursuit son voyage à la recherche de son ami. Il élimine un autre joueur en chemin et court vers le bâtiment où elle se trouve. Grâce à sa vitesse, il élimine 2 autres joueurs sur son chemin sans perdre de temps. Il atteint le bâtiment et dit à son ami qu'il est dehors et qu'il entre pour l'aider. Il lui demande d'attendre et se prépare à ouvrir la porte du bâtiment avec soin et attention. Le protagoniste ouvre la porte lentement et se prépare à ce qu'il pourrait trouver de l'autre côté. Il sent la présence de 4 ou 5 joueurs à l'intérieur du bâtiment qui l'attendent. En ouvrant la porte, il fait face à un joueur prêt à l'attaquer avec un couteau à la main. Le joueur l'attaque avec un sourire diabolique, mais le protagoniste est prêt à se défendre. Le jeune homme saisit facilement le bras du joueur et arrête l'attaque avec un mouvement rapide.
Le joueur est choqué par la force et la vitesse du protagoniste et ne peut pas réagir à temps. Avec un coup de poing à l'estomac, le protagoniste l'élimine d'un seul coup sans aucune difficulté. Il dit qu'il est temps d'accélérer le rythme et se prépare à affronter les autres joueurs. Il élimine un autre joueur et le fil d'élimination continue de se remplir de ses victoires. Le protagoniste élimine 4 autres joueurs en succession rapide, montrant sa supériorité au combat. L'ami regarde, choqué, le protagoniste éliminer seul tous les joueurs du match. Soudain, il apparaît à côté d'elle et l'ami est surprise par sa présence soudaine et silencieuse. Elle dit qu'elle ne l'a même pas vu arriver et comprend maintenant comment il a obtenu 14 éliminations seul. Le protagoniste demande si elle a déjà nettoyé le bâtiment et elle répond qu'elle a trouvé une tronçonneuse. L'ami est excité et dit qu'elle va les mener à la victoire dans cette manche avec sa nouvelle arme. Le match se termine par la victoire des deux et le résultat montre le score impressionnant du protagoniste. Il joue quelques matchs de plus et gagne 10 fois de suite, le protagoniste portant l'équipe. L'ami n'en croit pas la série de victoires et le protagoniste dit que c'est assez pour aujourd'hui. Elle pense à comment son ami normal de l'université est en réalité une arme humaine et le veut sur son stream. L'ami lui demande d'attendre 2 jours et promet d'apporter une vraie offre de streaming pour lui. Elle insiste pour qu'il entende la proposition et dit au revoir, excité par la possibilité de la voir sur sa chaîne. Le protagoniste est laissé seul et réfléchit à son expérience en mode PVP sans trouver d'indices. Il se sent frustré car il espérait trouver des informations sur l'autre monde dans le jeu. Dans sa chambre, la streameuse fredonne joyeusement tout en naviguant sur la communauté du jeu sur son téléphone. Elle voit plusieurs discussions sur la vérification et la performance incroyable du protagoniste dans le jeu. La streameuse rit avec excitation des répercussions et de l'attention que sa diffusion a reçue de la communauté. Elle voit que son stream a atteint plus de 100 000 spectateurs et se demande si cela se reproduira. La fille pense à quel point ce serait génial, continue à streamer avec le protagoniste et regrette de ne pas avoir insisté. Le protagoniste refuse l'offre poliment, mais la streameuse se souvient de sa réponse directe. Il dit qu'il n'est pas intéressé par le streaming et qu'il ne veut pas participer à ces diffusions. L'ami décide de régler son paiement et se demande combien il a gagné grâce à la diffusion. En voyant le montant, elle est choquée et se demande ce qui se passe avec son compte bancaire. Le lendemain, le protagoniste la rencontre dans une cafétéria sans connaître la raison de l'invitation. L'ami montre une présentation sur son ordinateur portable à propos d'un projet de streamer pour lui. Elle dit qu'elle a passé toute la nuit à préparer la présentation pour le convaincre d'accepter la proposition. L'ami lui rappelle qu'il a dit qu'il serait bien de jouer seul sans se soucier du chat. Elle suggère un format de télé-réalité où il joue et elle gère toutes les interactions. Le format consiste en des membres de la distribution qui regardent les enregistrements des autres dans un studio. Elle propose de tout gérer et même d'embaucher un commentateur professionnel si nécessaire. L'ami propose un partage des bénéfices de 60/40, mais il ne semble toujours pas intéressé. Elle demande s'il a déjà reçu le paiement de la streameuse et il se souvient d'un email qu'il a reçu. Il ouvre l'email et voit que la streameuse Kang Soyol a envoyé son premier paiement pour sa participation. L'email l'informe qu'il a reçu 6 millions de wons et demande ses coordonnées bancaires pour le dépôt. L'ami est choqué par le montant et le protagoniste remarque un étrange message dans l'email. Les messages proviennent d'un spectateur anonyme qui semble connaître son retour de l'autre monde. Il réalise que le nom du spectateur anonyme est une référence à son numéro de sujet test dans le laboratoire. Le protagoniste se lève, choqué, et se demande qui a découvert qu'il était revenu de cet endroit. Il demande si elle peut découvrir qui était le supporter, mais elle dit que c'est presque impossible. L'ami explique que les lois sur la protection de la vie privée et les règles de la plateforme empêchent le suivi. Après avoir découvert la vérité, le protagoniste décide d'accepter la proposition et de continuer le streaming. L'ami célèbre la décision du protagoniste et dit qu'il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Une publicité informe sur la diffusion solo du protagoniste avec la participation de 2 invités. Un vendredi soir, en prime time, la ville est animée et pleine d'attentes. Les joueurs se rassemblent devant leurs ordinateurs, impatients pour la diffusion du protagoniste. La communauté du jeu bouillonne de commentaires et de questions sur le stream à venir. 5 minutes avant le début, l'ami et commentatrice Cha Seung-chol sont nerveuses dans le studio. L'ami dit qu'elle est nerveuse et la commentatrice la rassure en disant que tout a été préparé avec soin. La commentatrice Cha Seung-chol se présente comme une professionnelle du jeu et admet qu'elle était aussi nerveuse. Elle dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que quiconque d'autre que le streamer rejoigne la diffusion du protagoniste. L'ami dit que dès qu'elle a mentionné qu'elle était amie avec le protagoniste, il a accepté instantanément. Avec tout de prêt, il se prépare à démarrer la diffusion en direct et à montrer la vérité à tout le monde. L'ami et la commentatrice se présentent au public et souhaitent la bienvenue à tous pour cette diffusion spéciale. L'ami explique que le protagoniste n'est pas dans le studio et leur demande de ne pas être déçus. Elle révèle que le protagoniste est déjà dans le jeu et la caméra montre sa présence imposante. Le contenu de la diffusion sera sous forme de reality show avec des commentaires et des réactions en direct. L'ami dit que tout le monde est curieux de voir comment joue le protagoniste et qu'ils auront enfin cette chance. Le protagoniste reçoit un message de sa part et se prépare à démarrer la mission principale du jeu.
Il reçoit un message du département de gestion dimensionnelle pour secourir les survivants. La mission principale est de rejoindre le département et de rencontrer l'équipe de secours à l'extérieur de la forêt. Le protagoniste court à travers la forêt et se souvient comment tout a commencé de la même manière. Il se souvient que dans l'autre monde, il essayait désespérément d'échapper à ses ennemis. Mais cette fois, il est déterminé à affronter tous ses ennemis et à ne pas fuir le combat. Le protagoniste avance vers les gardes, prêt à les affronter de toutes ses forces. Les gardes le remarquent et se préparent au combat avec leurs armes dégainées et prêtes à attaquer. Le jeune homme dit qu'ils paieront tous pour ce qu'ils ont fait et se prépare pour la bataille à venir. Les gardes l'encerclent de tous côtés avec leurs épées et leurs armes à feu pointées sur lui. Avec un regard froid, il se prépare à affronter la horde d'ennemis qui l'entoure de tous côtés. Les créatures obscures l'entourent et hurlent pour qu'il élimine tous ses ennemis sans pitié. Les gardes ouvrent le feu, mais le protagoniste esquive les balles avec une agilité surhumaine. Il utilise ses chaînes pour se défendre et contre-attaquer les gardes avec une compétence impressionnante. Un des gardes tire avec un fusil de chasse, mais le protagoniste esquive et le désarme avec un mouvement rapide. L'arme tire dans le sol et l'explosion projette le garde au loin, le laissant vulnérable à une attaque. Les gardes l'encerclent et le traitent de fou pour les avoir affrontés seuls. Mais le protagoniste n'est pas intimidé. Il utilise ses chaînes pour attaquer les gardes de loin avec une précision et une vitesse incroyables. Avec un mouvement rapide, il attrape deux gardes et leurs armes avec ses chaînes et les désarme. Il les rapproche et les claque l'un contre l'autre avec une force impressionnante et brutale. Le protagoniste les jette au sol avec force et les gardes hurlent de douleur à cause de l'impact. Les gardes sont éliminés et le protagoniste continue son combat contre les ennemis restants. Avec un coup final, il élimine le dernier garde et regarde autour de lui avec un regard froid et déterminé. Les autres gardes le voient et crient de ne pas le laisser s'échapper, mais il n'a aucune intention de fuir. Le commentateur est choqué et se demande ce qu'il vient de voir à la diffusion en direct. Il dit qu'il n'a jamais vu un gameplay comme ça de toutes ces années à commenter le jeu. Le commentateur critique le manque de stratégie du protagoniste et les spectateurs le défendent dans le chat. Un spectateur fait un don et commente que la compétence du protagoniste semble cassée. L'ami demande au commentateur ce qu'il pense de l'opinion selon laquelle la compétence est surpuissante. Le commentateur explique que la plupart des compétences ont des temps de recharge, mais pas celles du protagoniste. Il dit que la compétence du protagoniste amplifie seulement ses capacités physiques sans les améliorer. Le commentateur conclut que le protagoniste pourrait se battre comme ça dans la vraie vie avec ses compétences. Les yeux du protagoniste brillent en doré et il se prépare à affronter plus d'ennemis. Il est entouré de soldats du département de gestion dimensionnelle qui lui ordonnent de se rendre. Le chef d'équipe Kim Chul se présente et lui demande de déposer ses armes et de se rendre pacifiquement. Le département est une agence gouvernementale qui élimine les entités envahissantes des portails dimensionnels. Ils arrêtent et éliminent les envahisseurs dangereux à l'intérieur du monde inversé où les dimensions se mélangent. Le protagoniste reconnaît le chef d'équipe et l'appelle par son nom, ce qui surprend l'homme. Le chef d'équipe réalise que le protagoniste est une victime du laboratoire et s'excuse pour l'erreur. Le jeune homme explique qu'un agent à l'intérieur de l'installation lui a donné la radio avant d'être vaincu. Le chef d'équipe pleure la perte de l'agent et le protagoniste se souvient de sa gentillesse dans l'autre monde. Le chef d'équipe lui demande de rester avec eux jusqu'à ce que son identité soit confirmée et le jeune homme accepte. La mission principale est terminée et le protagoniste gagne un niveau et un point de compétence. Il est emmené dans la salle de consultation du département et est surpris de s'être retrouvé là. Il se souvient que dans l'autre monde, il a accepté des contrats d'entreprise pour financer sa vengeance. La plupart des contrats impliquent des missions de subjugation dans le monde inversé contre des créatures dangereuses. Les entreprises l'utilisaient pour collecter du butin et le jeter quand il n'était plus utile. Il a coopéré avec le département lors de missions, mais a également pointé des armes sur eux lorsque cela était nécessaire. Une femme entre dans la pièce et se présente comme Liu Jin, une agente du département dimensionnel. Le protagoniste la salue et elle le félicite d'être arrivé aussi loin avec ses compétences. L'agente dit qu'il a deux choix à faire à ce moment crucial de son voyage. Le premier est de vivre comme un civil sous la protection du département, mais avec l'utilisation des capacités interdites. Le second est de devenir un agent du département et d'utiliser ses compétences pour protéger le monde. Elle explique qu'il recevra une formation et sera déployé dès qu'il sera considéré comme prêt à l'action. Il se souvient avoir éliminé des agents du département dans l'autre monde et se sent mal à l'aise avec cette idée. L'agente demande quel chemin il choisira et le protagoniste réfléchit à ses options. Il pense que s'il choisit d'être un civil, il finira par accepter des contrats d'entreprise comme avant et il ne veut pas ça. Le protagoniste décide de devenir un agent du département et l'agente célèbre son choix. Elle dit qu'il manque d'agents et qu'il sera d'une grande aide pour l'équipe. L'agente explique que beaucoup de gens regrettent d'avoir signé avec des entreprises en raison du manque d'expérience. Le département a beaucoup de connaissances en matière de formation des éveillés et de conquête du monde inversé. Elle admet que la paix est meilleure avec les entreprises, mais le risque est également plus élevé. Il se souvient que certaines entreprises ne payaient même pas si vous surviviez et comment il s'est fait arnaquer. Après avoir été étiqueté comme un éveillé non enregistré, il a été chassé par le département pendant un certain temps. L'agente l'ajoute au registre des éveillés et lui tend un téléphone de travail.
Il demande quelle est la première étape et elle explique qu'il commencera comme apprenti. Elle dit qu'elle espère qu'il rejoindra son équipe et le protagoniste pense à ses dettes de l'autre monde. Il se souvient comment l'agent Jin a mené l'attaque contre le laboratoire et a sauvé son équipe. L'ami du protagoniste regarde la scène et se demande pourquoi la conversation semble si naturelle. Elle et le commentateur sont choqués par l'intelligence artificielle avancée des PNJ du jeu. Ils se souviennent que les PNJ des autres jeux parlaient à peine et étaient très limités. L'ami demande si elle peut changer son choix à mi-chemin, mais le PNJ répète la même phrase. Le commentateur se rend compte qu'il s'agit d'une IA entièrement adaptative, une technologie révolutionnaire. Cette technologie permet au PNJ de réagir à toute situation et de communiquer librement. Le commentateur explique que la technologie consomme beaucoup de ressources et était donc considérée comme impossible. Il pense qu'il est nécessaire de remplir des conditions spéciales pour activer cette technologie dans le jeu. Il parie que la condition pour activer l'IA est de commencer le jeu sans aucune aide. L'ami s'enthousiasme et se demande si les forums vont exploser avec cette découverte. Le commentateur dit que ceux qui se soucient de l'histoire du jeu seront très intéressés par la situation. L'ami termine la partie histoire de la diffusion et annonce qu'ils vont passer au contenu PVP. Le protagoniste entre dans la salle de préparation au combat et remarque que le spectateur anonyme n'est pas encore apparu. Il demande à son ami de le prévenir si quelqu'un commente ou fait un don en tant que spectateur 62. L'ami reçoit un message du protagoniste disant qu'il est prêt à commencer le PVP. Elle annonce que le contenu d'aujourd'hui sera un nouveau défi pour le protagoniste en mode PVP. L'ami annonce que le contenu d'aujourd'hui sera en mode duel et le protagoniste se prépare au combat. Elle explique que c'est sa première fois en mode duel et qu'il commencera dans la ligue d'entrée. Le jeu a 8 rangs au total et pour atteindre le bronze, il faut gagner 10 parties dans la ligue d'entrée. Le commentateur dit que les pros mettent en moyenne 30 minutes et les joueurs réguliers 2 heures. Une mission apparaît, défiant le protagoniste d'atteindre le rang bronze en seulement 30 minutes. L'ami envoie un message le défiant de gagner ses 10 premières parties en 30 minutes. Le commentateur dit que la situation devient intense et que tout le monde est impatient de voir le résultat. Le premier match est trouvé et la bataille commence dans un quartier résidentiel de la ville. Le commentateur est surpris de voir le protagoniste utiliser une toute nouvelle arme. Il apparaît avec 2 épées courtes au lieu de sa faux à chaîne habituelle et fixe son adversaire. L'adversaire pense que ce sera une victoire facile s'il peut s'approcher du protagoniste. Le compte à rebours commence et les spectateurs se demandent si l'adversaire a sous-estimé le protagoniste. Le premier round commence et l'adversaire lance une explosion de glace vers le protagoniste. Le joueur est choqué de voir que son attaque n'a eu aucun effet sur le protagoniste. Le protagoniste se déplace avec une vitesse incroyable et attaque l'adversaire de près avec ses épées. Il le bête avec une série de coups rapides et précis, remportant facilement le premier round. L'adversaire abandonne et le protagoniste remporte le match sans aucune difficulté. Dans le deuxième jeu, il affronte un adversaire utilisant une lance d'ombre pour attaquer de loin. Le protagoniste esquive facilement l'attaque en contre, attaque avec ses propres capacités. L'adversaire est choqué de voir sa lance d'ombre détruite par l'attaque du protagoniste. Il remporte facilement le deuxième match et son historique de victoire continue de croître rapidement. Dans le troisième jeu, il affronte un adversaire utilisant les arts martiaux pour se battre de près. L'adversaire attaque furieusement, mais le protagoniste le bête d'un seul coup précis et mortel. Le quatrième jeu commence et le protagoniste continue de dominer ses adversaires sans aucune difficulté. Il gagne 10 parties en seulement 20 minutes, battant le record du joueur professionnel. Avec ses victoires, il grimpe au rang bronze et se prépare pour les prochains défis du jeu. L'ami et le commentateur sont choqués par la vitesse à laquelle il a relevé le défi. Le commentateur dit que la vitesse est impressionnante, mais que ses logs de match le sont encore plus. Il explique que les performances des joueurs varient, mais que le protagoniste est toujours impeccable. Peu importe l'adversaire, le protagoniste joue toujours parfaitement et domine le match. Le commentateur dit qu'il est impatient de le voir dans des matchs classés, mais qu'il est aussi inquiet. L'ami demande pourquoi et il explique qu'étant une diffusion en direct, il pourrait être une cible pour les snipers. Le commentateur espère que cela n'arrivera pas, mais le premier match classé du protagoniste commence. Il est associé à un joueur qui l'attendait et le traite de tricheur arrogant. Le protagoniste dégaine son épée et se prépare au combat sans se soucier des moqueries. L'ami dit qu'elle lui a conseillé d'ignorer les moqueries et de se concentrer uniquement sur la bataille à venir. Le premier round commence et l'adversaire se transforme en une créature de foudre avec un cri de guerre. Il attaque le protagoniste avec une explosion d'énergie électrique illuminant toute la scène. Le protagoniste esquive facilement l'attaque et se prépare à contre-attaquer avec son épée. La bataille entre les deux joueurs commence par un échange de coups rapides et puissants. L'adversaire attaque furieusement, mais le protagoniste esquive tous ses coups avec facilité. Le protagoniste pense que l'adversaire était trop confiant et qu'il ne faisait que l'observer. D'un seul coup d'épée, le protagoniste bat l'adversaire et remporte le premier round. L'adversaire est choqué et le traite de monstre pour l'avoir vaincu si facilement. Le deuxième round commence et l'adversaire se prépare à utiliser une nouvelle stratégie pour gagner. Il sait qu'il perdra s'il continue comme ça et décide d'utiliser l'une de ses capacités les plus puissantes. Le deuxième round commence et l'adversaire s'enveloppe d'une aura d'éclairs rouges et jaunes.
Le protagoniste sent que quelque chose est différent et que l'aura de l'adversaire est plus forte et plus acérée. L'adversaire attaque avec une vitesse et une force impressionnantes qui détruisent le paysage environnant. Le jeune homme remarque que les mouvements de l'adversaire sont plus efficaces, comme ceux d'un robot ethnique. L'adversaire rit et dit qu'il se retenait lors du premier round et qu'il va maintenant se battre sérieusement. Le protagoniste ignore les moqueries et se prépare pour la bataille la plus intense à venir. Il se souvient des paroles de son ami de briser tous ceux qui le traitent de tricheur. Le protagoniste se prépare au combat avec un regard déterminé fixé sur son adversaire. Ses yeux brillent en or et il se prépare à montrer sa véritable force et ses compétences. L'adversaire remarque le changement dans l'aura du protagoniste et se demande ce qui se passe. Il sent qu'il a l'avantage, mais il ne peut pas cacher sa nervosité face à ce changement soudain. L'adversaire le traite de tricheur et attaque de toutes ses forces dans un dernier effort pour gagner. Le protagoniste esquive facilement l'attaque en contre, attaque avec un coup de son épée. Il le bête d'un seul mouvement et l'adversaire est projeté au loin. Vaincu, le protagoniste continue de dominer la bataille et les spectateurs commentent l'humiliation de l'adversaire. Il pense que l'adversaire était trop confiant et qu'il ne faisait que perdre son temps avec lui. Avec un dernier coup, le protagoniste gagne le premier round et l'adversaire est choqué par la défaite. Le deuxième round commence et l'adversaire se prépare à utiliser une nouvelle stratégie pour gagner la bataille. Il sait qu'il va perdre s'il continue comme ça et décide d'utiliser une de ses capacités les plus fortes. Le deuxième round commence et l'adversaire s'enveloppe dans une aura d'éclairs rouges et jaunes. Le protagoniste sent que quelque chose est différent et que l'aura de l'adversaire est plus forte et plus tranchante. Il réalise que l'adversaire ne l'achève pas délibérément et qu'il se contente de jouer avec lui. Le commentateur dit que le protagoniste suit à la lettre les conseils de son ami. L'adversaire se demande ce qu'est le protagoniste et le jeune homme le fixe avec un regard froid et distant. Le protagoniste le bête d'un seul coup et l'adversaire se transforme en pierre tombale. Après cette victoire, il continue à gagner match après match d'une manière imparable et dominante. Il atteint 30 victoires d'affilée et grimpe au rang or, laissant tout le monde sous le choc. Les spectateurs lui demandent de partager sa configuration et l'ami ne sait pas si elle doit demander. Elle demande si cela le dérange de révéler sa configuration et le protagoniste accepte sans hésitation. L'ami annonce la révélation de la configuration et les spectateurs s'enthousiasment pour la nouvelle. L'ami et le commentateur mettent fin à la diffusion et remercient tout le monde d'avoir regardé aussi longtemps. Le commentateur loue la performance du protagoniste et l'ami est excité et d'accord avec le résultat. Elle se demande s'il va battre le record de victoires consécutives et le commentateur répond. Il dit que le record actuel est de 76 victoires consécutives par le joueur battlé. L'ami dit qu'elle est sûre que le protagoniste battra le record facilement. Le commentateur dit que Battlé est célèbre pour être super compétitif et qu'il l'a peut-être déjà à l'œil. La communauté du jeu est en effervescence à cause des répercussions de la diffusion et de la révélation de la configuration. Dans un fil de discussion sur le sniper qu'il a affronté, le joueur a été banni définitivement pour utilisation de hack. Les spectateurs commentent que le protagoniste bat même les tricheurs et se demandent si Battlé pourrait le faire. Le joueur professionnel Battlé apparaît avec un sourire provocateur et semble intéressé par le protagoniste. Quelques jours plus tard, la deuxième diffusion commence et le protagoniste se trouve dans une forêt luxuriante. Il pense que le spectateur anonyme n'est pas venu lors de la dernière diffusion et se demande s'il manque quelque chose. L'agent Hut, Jin le salue et les spectateurs commentent sa beauté et sa popularité dans le jeu. Elle lui demande s'il est nerveux à l'idée de sa première mission sur le terrain et il répond qu'il va bien. Dès qu'il est entré dans le jeu, une nouvelle mission lui apparaît pour rejoindre l'agent à un endroit désigné. La mission est de complètement éliminer les entités hostiles à l'intérieur du monde inversé et de sceller l'espace. Ils arrivent à un endroit abandonné et le protagoniste réalise que c'est un autre rejet d'entreprise. L'agent explique que les entreprises abandonnent les endroits lorsqu'elles n'y trouvent rien de valable. Le protagoniste pense que les entreprises agissent de la même manière dans les deux mondes sans se soucier de rien. La mission consiste à traiter avec des ennemis de type insectes qui sont faibles mais nombreux et ennuyeux. Un soldat les salue et leur demande s'ils sont les éveillés du département dimensionnel. L'agent confirme et le soldat leur permet d'entrer sur le site pour commencer la mission de nettoyage. Ils entrent dans une usine abandonnée et l'agent est impressionné par la vue du portail. Le protagoniste regarde le portail et réalise que l'endroit lui semble familier pour une raison quelconque. Il se souvient avoir vu cet endroit dans l'autre monde mais à une échelle beaucoup plus grande. L'agent demande si quelque chose ne va pas et un homme s'approche avec un sourire moqueur. Il s'appelle Choi Yang-chol, un éveillé affilié à une entreprise et la provoque. Le protagoniste se demande pourquoi il est là et l'homme dit qu'il ne s'attendait pas à la rencontrer. L'agent l'accuse de comploter quelque chose et il fait semblant d'être offensé par l'accusation. L'homme se tourne vers le protagoniste et l'invite à rejoindre une entreprise au lieu du département. L'agent le réprimande et lui demande de ne pas dépasser les bornes avec ses provocations et ses invitations. L'homme recule et dit qu'il la laissera s'occuper du monde inversé, en disant au revoir d'une manière moqueuse. Le protagoniste demande qui était cet homme et l'agent explique qu'il était son premier apprenti. Elle dit qu'après avoir été recruté par une entreprise, il a commencé à répandre des rumeurs malveillantes. Le commentateur et l'ami sont surpris par la révélation et commentent leur relation. Le commentateur dit que l'IA adaptative débloque plus de contenu de l'histoire dans le jeu.
L'agent décide d'abandonner la conversation et invite le protagoniste à entrer dans le portail. À l'extérieur, d'autres hommes observent la scène et se préparent à agir peu de temps après. Avec un sourire diabolique, l'un d'eux dit qu'il est temps de travailler et se prépare à ce qui va arriver. 20 minutes plus tard à l'intérieur du monde inversé, le paysage est désolé et sombre. Le protagoniste essuie le sang de son visage et regarde autour de lui avec un regard froid et déterminé. L'agent est allongé sur le sol, blessé, et le protagoniste se prépare à affronter d'autres ennemis. Il se souvient de la façon dont tout s'est passé de la même manière dans l'autre monde et se prépare à se battre. La bataille continue et le protagoniste se bat avec une férocité impressionnante pour protéger l'agent. Sur le sol, une balle rouge gît au milieu d'une mare de sang, indiquant une bataille. La scène rembobine un peu dans le temps et montre le protagoniste et l'agent entrant dans le portail dimensionnel. L'agent explique que c'est le portail vers le monde inversé et qu'ils doivent le traverser. Le protagoniste pense que c'est la même chose que dans l'autre monde et se prépare à entrer dans le portail. Ils traversent le portail et sont transportés dans le monde inversé, un endroit sombre et dangereux. Le jeune homme remarque que quelque chose ne va pas et ressent une étrange présence dans l'air autour de lui. Soudain, le portail se ferme et l'agent crie pour qu'il fasse attention à ce qui va arriver. L'agent le repousse et le portail explose, les séparant au passage. Le protagoniste se retrouve seul dans une forêt et se demande s'il a été séparé de l'agent. Il pense que les tunnels pourraient s'effondrer à cause d'impacts extérieurs et se prépare au pire. Soudain, il est entouré d'araignées géantes et se prépare à combattre les créatures. Avec son couteau à la main, il décide de nettoyer la zone et ensuite de chercher l'agent Eugene. Ailleurs, un homme utilise une capacité d'éclair pour attaquer une horde de créatures. Il se bat férocement mais les créatures continuent d'attaquer sans arrêt de tous les côtés. L'agent Eugene combat les créatures et réalise qu'elles ne s'arrêtent pas de venir, peu importe le nombre qu'elle bat. Elle réalise que la forêt est beaucoup plus grande qu'elle ne devrait l'être pour un monde à petite échelle. L'agent sent que quelque chose ne va vraiment pas et se prépare à ce qui va arriver. Elle espère que le protagoniste est en sécurité et s'inquiète pour sa sécurité au milieu du chaos. Soudain, l'homme qui les a provoqués plus tôt apparaît et attaque l'agent avec une capacité de feu. L'agent est pris par surprise et est touché par son attaque. L'agent esquive l'attaque de l'homme et se prépare à contre-attaquer avec ses propres capacités. Elle reconnaît Choi-Young, Chol et demande pourquoi il est là à ce moment de sa mission. Il dit qu'il est en mission secrète et qu'il ne fait qu'obéir aux ordres de ses supérieurs. L'agent se rend compte que sa blessure est profonde et qu'elle doit s'en sortir le plus vite possible. Elle se concentre et se prépare à utiliser ses capacités pour s'échapper et survivre à l'attaque. L'agent invoque une pierre de gardien pour se protéger de l'attaque de feu de l'homme. La pierre bloque l'attaque mais est détruite par la force de l'explosion, repoussant la garde. L'agent profite de la distraction pour achever le garde avec un coup de pied précis et puissant. Choi-Yang, Chol est agacé par la défaite de son subordonné et avance vers l'agent. Elle se prépare au combat et concentre son énergie pour utiliser l'une de ses capacités. L'agent attaque les gardes avec un rayon d'énergie qui les projette au loin avec force. Elle utilise l'attaque pour créer une ouverture et échapper à la bataille pendant qu'ils sont distraits. Les hommes crient de ne pas la laisser s'échapper et la poursuivent à travers la forêt avec leurs armes à la main. Ils la perdent de vue et l'un d'eux reproche à l'autre de l'avoir laissé s'échapper si facilement. L'agent se cache dans un tunnel et pense qu'elle aurait des problèmes sans cette cachette. Elle se demande quelle mission secrète les entreprises complotent dans cet endroit. Ailleurs, le protagoniste élimine diverses créatures avec une facilité et une précision impressionnantes. Il sent la présence de l'agent Eugene et se rend compte qu'elle est quelque part à proximité. Le jeune homme trouve des empreintes de pas sur le sol et confirme que l'agent était là il y a peu de temps. Avec cela, il suit les empreintes de pas et se prépare à ce qu'il pourrait trouver ensuite. Le protagoniste se rend compte que quelque chose s'est passé et se prépare à ce qui va arriver dans la forêt. Il entend la voix de l'agent Eugene au loin et court vers elle pour l'aider dans la bataille. Un rayon de lumière bleue traverse le ciel et le protagoniste suit le signal pour trouver l'agent. Il trouve l'agent attaqué par un mille-pattes géant et les spectateurs commentent le danger. Le protagoniste se déplace à une vitesse incroyable et attaque le mille-pattes avec son couteau pour sauver l'agent. Il coupe la créature en morceaux d'un seul coup et l'élimine avec une précision impressionnante. Le protagoniste sauve l'agent de l'attaque du mille-pattes et la tient doucement dans ses bras. Il lui demande si elle va bien et l'agent le reconnaît même si elle est blessée et faible. Le jeune homme se rend compte que sa blessure est profonde et n'a pas été causée par des insectes comme ceux-là. Il en conclut que la blessure a été causée par une capacité et que seul un éveillé aurait pu le faire. Le protagoniste demande si c'est Choi-Yeon, Chol qui l'a attaqué et elle confirme avec difficulté. Il se rend compte que l'homme les a suivis juste après l'anomalie du portail et se prépare à la confrontation. Dans le studio, l'ami et commentateur ont discuté de l'embuscade de Choi-Young, Chol. L'ami se demande si l'IA adaptative influence les événements de l'histoire du jeu. Le commentateur dit que ce n'est qu'une supposition et qu'ils doivent continuer à regarder pour le découvrir. L'agent dit qu'elle a failli leur échapper et qu'il pourrait attaquer à tout moment. Elle demande au protagoniste de s'échapper en premier mais il refuse de l'abandonner. L'agent insiste en disant que Choi-Yeong, Chol est un vétéran et qu'il ne peut pas l'affronter seul. Le protagoniste la rassure et dit qu'il a un plan pour vaincre l'ennemi et s'échapper de là. Ailleurs, les hommes de Choi-Yeong, Chol recherchent l'agent et se demandent où elle s'est cachée. Choi-Yeong,
Cole dit qu'avec ses blessures, elle n'a pas pu aller loin et décide de la chercher. Il descend la vallée et est surpris par le protagoniste qui l'attaque avec une aura de feu. Choi Yeong, Chol est surpris par la présence du jeune homme et le protagoniste fait semblant d'être perdu et confus. L'homme le reconnaît comme la recrue de l'agent et est surpris qu'il soit sain et sauf. Le protagoniste fait semblant de ne rien savoir et demande ce qui est arrivé à l'agent Yojin. Choi Yang Chul le rassure en disant qu'elle va bien et qu'il la reverra bientôt. Avec un sourire maléfique, il dit au garçon de faire une sieste et il trouvera l'agent. Le protagoniste esquive l'attaque et attaque avec un coup rapide et précis à son cou. Choi Yeong Chol est pris par surprise et le jeune homme l'immobilise avec une clé de bras fatale. L'homme le traite d'idiot mais le protagoniste l'achève avec un coup rapide et silencieux. Ses subordonnés sont choqués par la scène et se demandent ce qui est arrivé à leur chef. L'un des hommes s'inquiète pour Choi Yeong. Cheol-in court pour l'aider, mais il est trop tard. L'autre homme poursuit le protagoniste à travers la forêt. Déterminé à venger son chef déchu, le jeune homme se cache dans l'ombre et l'homme se demande où il est allé au milieu de la forêt. L'homme le cherche attentivement, mais le protagoniste le surprend par derrière avec une attaque rapide. L'homme est surpris par la présence soudaine et le protagoniste attaque sans lui laisser la possibilité de réagir. Avec un coup au cou, le protagoniste l'assomme et le laisse inconscient sur le sol. L'autre homme trouve Choi Yeong Chol blessé et essaie d'arrêter le saignement pour le sauver. Soudain, le protagoniste apparaît et attaque l'homme avec un coup fatal à la poitrine. L'homme le traite de fou et le protagoniste le fixe avec un regard froid. Le protagoniste fixe l'homme avec un regard froid et déterminé, prêt au combat. L'homme demande où est son compagnon et le protagoniste reste silencieux et le fixe. L'homme se souvient du protagoniste et le reconnaît comme celui qui l'a attaqué plus tôt. Il attaque le protagoniste avec une série de pointes rocheuses émergeant du sol avec force. Le jeune homme esquive facilement l'attaque et se prépare à contre-attaquer avec son épée. L'homme n'abandonne pas et lance une vague de terre vers le protagoniste de toutes ses forces. Le protagoniste coupe la vague de terre en deux avec son épée et avance vers l'homme. Il utilise l'arbre comme support pour sauter et attaquer l'homme d'en haut avec un coup puissant. L'homme est choqué par la force et l'habileté du protagoniste et le traite de monstre. Le protagoniste se cache derrière un arbre et se prépare à la prochaine attaque de l'homme. Il utilise l'arbre comme bouclier et attaque l'homme avec un coup d'épée de toutes ses forces. Le protagoniste perce l'homme avec son épée et le fixe avec un regard froid et sans remords. L'homme le supplie de ne pas s'approcher mais le protagoniste l'attaque sans pitié. D'un coup d'épée, il coupe l'homme en deux et l'élimine d'un seul mouvement. Le protagoniste s'agenouille sur le sol et se prépare à la prochaine attaque à venir. Il se lève et affronte son prochain adversaire avec un regard déterminé, concentré sur la bataille. Le protagoniste se prépare au combat avec un regard froid et déterminé, prêt à tout ce qui va arriver. Il fixe son adversaire avec un regard provocateur et se prépare à la bataille finale. Le protagoniste se prépare au combat avec un regard froid et déterminé, prêt à tout ce qui va arriver. Avec cela, il avance et, en quelques coups, il le dépasse. L'homme est choqué par la défaite et n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Le protagoniste pousse un soupir de soulagement et les spectateurs commentent l'impressionnante victoire. L'ami et le commentateur sont choqués par l'habileté du protagoniste dans un combat à 3 contre 1. Ils pensent que même avec les embuscades, la difficulté ne se compare toujours pas à l'autre monde. Le jeune homme décide de vérifier les environs et trouve les corps des hommes qui l'ont attaqué. Il trouve le téléphone portable de Choi Yeong Chol et lit un message concernant la mission de capture. Le protagoniste décide de laisser l'enquête au département et se concentre sur les objets qu'il a trouvés. Il trouve un poignard acéré qui revient dans sa main et d'autres objets avec des effets spéciaux. Un bracelet de Victor qui augmente la puissance et diminue le temps de refroidissement des compétences et un collier d'ermite qui permet l'utilisation du stockage d'ombre pour conserver l'équipement. Il pense que maintenant, il peut vérifier les effets des objets, ce qu'il ne pouvait pas faire dans l'autre monde. Avec le nouvel équipement, il se prépare à poursuivre sa mission et à retrouver l'agent Yujin. Il doit nettoyer le monde inversé avant que les blessures de l'agent ne s'aggravent et qu'il ne soit trop tard. Ailleurs, l'agent Yujin affronte une créature géante dangereuse dans la forêt. Le boss de la zone, l'empereur Scorpion apparaît et l'agent se prépare au combat. Elle déplore sa malchance mais pense que c'est mieux. Elle affronte la créature que le protagoniste. Le scorpion attaque avec sa queue venimeuse et l'agent esquive le coup avec agilité. Elle se prépare à combattre la créature avec ses compétences et sa détermination. L'agent utilise sa capacité de foudre pour attaquer le scorpion de toutes ses forces. La bataille entre l'agent et l'empereur Scorpion commence par un échange de coups. L'agent se prépare à affronter la créature géante avec ses compétences et sa détermination. Soudain, le protagoniste apparaît et vainc la créature d'un seul coup d'épée. L'agent est choqué par l'apparition du jeune homme et les téléspectateurs commentent la scène. Le monde inversé commence à se refermer et le protagoniste dit qu'ils doivent partir le plus vite possible. Il propose de la porter et l'agent est impressionné qu'il ait vaincu les chasseurs seuls. Le protagoniste la porte sur son dos et le commentateur explique qu'ils doivent s'échapper avant d'être piégés. L'agent s'accroche à lui et il se prépare à courir vers le portail de sortie. Il s'échappe à temps du monde inversé et la mission de soumission est menée à bien. Le protagoniste monte de niveau et est emmené au quartier général du département dimensionnel pour faire son rapport.
Le chef d'équipe Kim Chul demande s'il est vrai que l'agent a été blessé par un éveillé corporatif. Le jeune homme confirme et le chef d'équipe se fâche contre l'audace de la société de les attaquer. Le protagoniste dit qu'il les a éliminés et le chef d'équipe est choqué par sa réponse directe. Il se souvient comment il a vaincu tous les hommes de Ko Yeong, Cho, seul et sans aide. Le chef d'équipe demande s'il y a des preuves et le garçon remet le téléphone de Cho Yeong, Cho. Le chef d'équipe dit que cela facilitera l'enquête et lui demande de se reposer et de leur laisser le reste. Le protagoniste se prépare à partir, mais le chef d'équipe l'arrête et l'avertit. Il dit qu'il y aura une opportunité plus tard et qu'il doit être patient jusque-là. Le protagoniste comprend le message et accepte d'attendre l'occasion de se venger. La mission sur le terrain est terminée et le protagoniste monte de niveau en gagnant un point de compétence. Un écran système apparaît lui demandant de sélectionner son deuxième élément de compétence principale. Le commentateur dit que la première mission sur le terrain est enfin terminée et qu'elle a été spectaculaire. L'ami décide de vérifier les réactions des téléspectateurs et est surpris par un don privé. Un téléspectateur anonyme 62 donne 3 millions de wons et le félicite d'avoir franchi le premier point de contrôle. Il annonce qu'il donnera une mission spéciale au protagoniste et qu'il doit d'abord terminer le stream. L'ami alerte le protagoniste du don et du message des téléspectateurs anonymes 62. Le protagoniste lit la capture d'écran et s'interroge sur la mission spéciale mentionnée par le spectateur. Il se souvient des messages précédents du spectateur et se rend compte qu'il est au courant de son retour. Le jeune homme remercie l'ami pour l'info et lui demande de continuer rapidement le stream. Le commentateur remarque la distraction de l'ami et demande si quelque chose ne va pas chez elle. Elle se reprend et dit que l'émission reçoit une excellente réponse du public. Le commentateur rappelle que la dernière fois, le protagoniste a établi un record de victoire en mode duel. L'ami annonce que le mode PVP d'aujourd'hui sera une bagarre avec 4 options de jeu différentes. Les téléspectateurs se plaignent du choix et se demandent s'ils évitent le mode duel. L'ami ignore les commentaires et se prépare à commencer le match en mode bagarre. Un match d'escorte est trouvé et le protagoniste rejoint une équipe d'attaque avec d'autres joueurs. Le commentateur est surpris par le choix du mode et se prépare à commenter le match. Il explique qu'en mode escorte, l'équipe d'attaque doit amener la charge utile à destination. L'ami dit qu'elle est curieuse de voir comment le protagoniste se comportera dans un match par équipe à 5 contre 5. Le protagoniste se prépare au combat et ses coéquipiers sont excités par le match. La bataille commence et l'équipe d'attaque avance vers l'objectif. Le premier round commence et la charge utile commence à se déplacer vers sa destination. L'équipe d'attaque avance avec la charge utile tandis que le protagoniste reste en arrière à observer. Le commentateur remarque que le protagoniste reste en arrière et se demande quelle est sa stratégie. Le jeune homme prévoit une attaque par l'arrière pour surprendre l'équipe de défense et assurer la victoire. Le commentateur explique que bien que risqué, c'est une bonne stratégie pour les joueurs expérimentés. Le protagoniste court dans les rues à une vitesse incroyable, prêt à exécuter son plan. Les téléspectateurs commentent la difficulté du jeu et se demandent s'il peut le faire seul. Avec sa vitesse, il atteint rapidement l'emplacement de l'équipe de défense et se prépare à attaquer. Il saute d'un bâtiment et surprend l'équipe de défense avec une attaque aérienne inattendue. Avec un regard déterminé, il avance vers ses adversaires avec son épée tirée. Il attaque le premier ennemi avec un coup rapide et précis, l'éliminant facilement. Les autres joueurs sont choqués par l'attaque surprise et ne peuvent pas réagir à temps. Avec quelques coups de plus, il élimine 2 autres joueurs de l'équipe de défense sans difficulté. Les joueurs restants se demandent ce que fait leur équipe et se préparent à se battre. L'un des joueurs décide de retenir le protagoniste pendant que les autres poursuivent la charge utile, mais le protagoniste élimine 3 autres joueurs en succession rapide, laissant l'équipe paniquée. Le premier round se termine par la victoire de l'équipe d'attaque et les joueurs sont choqués. L'ami et le commentateur sont impressionnés par la vitesse à laquelle le match s'est terminé. Le commentateur se demande si le protagoniste a un rendez-vous urgent pour jouer aussi vite. Les 3 modes suivants suivent le même schéma avec le protagoniste dominant tous les matchs. En mode anéantissement, le protagoniste vainc ses adversaires avec une force et une vitesse impressionnantes. Il élimine tous les joueurs de l'équipe adverse seul, garantissant la victoire de son équipe. En mode domination, il envahit la base ennemie et provoque une grande explosion pour créer une diversion. Les adversaires désespèrent et tentent de le bloquer, mais il les attaque avec une agilité surhumaine. Il saute par-dessus le mur et attaque les ennemis d'en haut avec un puissant coup d'épée. Le protagoniste élimine 2 joueurs en même temps avec une attaque aérienne et continue sa charge. Avec un regard froid et déterminé, il domine le match et mène son équipe à la victoire une fois de plus. En mode conquête, il avance sur le champ de bataille et capture le drapeau ennemi avec facilité. Il domine tous les matchs avec des pentakills écrasantes, terminant les parties en un instant. L'ami célèbre un autre don de 3 millions d'un spectateur anonyme numéro 62. Le protagoniste lit le message et comprend qu'il doit continuer à jouer pour débloquer un nouveau système. Il décide de continuer à jouer et de faire ce que le spectateur anonyme veut pour l'instant. 3 jours plus tard, le jour de la 3e diffusion, le protagoniste se trouve sur le terrain d'entraînement. Il reçoit un message de l'agent Eugene lui disant qu'elle a trouvé un remplaçant pour le superviser. Le commentateur se demande qui sera le remplaçant et les spectateurs spéculent sur le nouveau superviseur.
Une main bandée salue le protagoniste et l'agent Yu. Jin apparaît avec un sourire sur son visage. Elle lui demande comment il va et il répond qu'il va mieux mais qu'il a toujours besoin de supervision. L'agent dit que son remplaçant arrive et le protagoniste se prépare à le rencontrer. Une femme avec une démarche élégante s'approche et le protagoniste la regarde avec curiosité. La femme s'approche et se prépare à se présenter comme le nouveau superviseur du protagoniste. La femme se présente comme Kim Eun-na et les spectateurs commentent son apparence et sa popularité. Le protagoniste la salue et se souvient d'elle comme étant la deuxième plus compétente du département. Il se souvient de l'avoir affrontée dans l'autre monde et à quel point elle était dangereuse en tant qu'agent Yu ennemi. Jin dit au revoir et révèle qu'elle s'est faufilée pour venir ici et les présenter. Kim Eun-na la gronde, mais l'agent lui demande de s'occuper de la recrue et s'enfuit. Le protagoniste et le nouveau superviseur sont laissés seuls sur le terrain d'entraînement et se regardent en silence. Elle s'enquiert de ses armes et il répond qu'il utilise à la fois de longues épées et des poignards au combat. La femme devient curieuse au sujet de sa réponse et de son niveau de compétence et le met au défi de se battre en duel. Elle l'invite à un léger combat d'entraînement pour tester ses compétences et voir ce dont il est capable. Le commentateur et l'ami sont surpris par l'évolution et se demandent ce qui se passe. Le commentateur dit qu'il est courant pour les utilisateurs d'épées de s'entraîner ensemble, mais que tout le monde n'utilise pas d'épée. Il conclut que cette évolution n'est possible que parce que le protagoniste est le joueur principal. L'ami est choqué et a la chair de poule à l'idée et les spectateurs commentent l'IA adaptative. Le protagoniste se rend compte que le jeu a un déroulement complètement différent de celui des autres joueurs. Il comprend que selon ses actions, l'histoire peut se dérouler de différentes manières. Le protagoniste se rend compte que le jeu ressemble à la réalité et se prépare pour le duel contre Kim. Maintenant, la femme se prépare au combat contre notre protagoniste.